Poirier et Michel Vallée, nous allons parler des médiations plurielles et innovantes. De quoi parle-t-on exactement? Donc, nos invités prendront la parole pour partager des expériences favorisant l'inclusion, le dialogue interculturel et les pratiques collaboratives pour réinventer les interactions entre public et institutions culturelles. Cet échange permettra d'explorer les approches diversifiées de la médiation culturelle. Donc, d'abord, je vous présente nos invités. Michel Vallée, directeur général de Culture pour tous, expert en médiation culturelle et en culture à impact social. Donc, Michel Vallée cumule plus de 30 ans d'expérience en gestion de services municipaux et d'organismes culturels. Décrit par plusieurs comme l'un des pionniers de la médiation culturelle au Québec, il a offert plus de 200 conférences au Canada et à travers le monde et est l'auteur du guide « Et si on se rencontrait ». Son approche est axée sur la cohésion sociale, l'engagement, l'éducation, la santé et les rencontres humaines à créer. Michel. Christian Poirier, professeur à l'Institut national de recherche scientifique, co-directeur de l'Observatoire des médiations culturelles que Noémie a nommé l'OMIC. Christian Poirier est professeur à l'Institut national de recherche scientifique, urbanisation, culture, société et co-directeur de l'Observatoire des médiations culturelles. Membre de la chaire Fernand Dumont sur la culture et directeur de la collection Monde culturelle aux presses de l'Université Laval, ses recherches s'intéressent à la participation et à la citoyenneté culturelle, aux médiations culturelles et à l'action publique en culture. Donc, bienvenue, messieurs. En fait, on commence par une présentation dont on a discuté. Donc, je vous laisse vous lancer. Je vais tenter du mieux possible de garder le temps, alors je vais peut-être faire des petits signes comme ça. Parfait. Donc, je te laisse la parole, Michel. Et premièrement, merci pour l'invitation. C'est un bel honneur d'être ici. Et même si on se connaît depuis plusieurs années, c'est la première fois que je partage un sofa avec Christian. Et c'est une des premières fois d'ailleurs que je suis sur un sofa en Côte d'Habit. C'est très drôle. J'adore ça. Bravo aux organisateurs, vraiment. Écoutez, pour la présentation, moi je voulais simplement faire d'abord un parallèle. Parce que, vous savez, Culture pour tous a fait partie des organisations à la base de la connaissance et la reconnaissance de la médiation culturelle au Québec. Grâce à des femmes exceptionnelles et visionnaires comme Louise Siguro et Eva Mintas, qui ont porté ce message-là de la médiation culturelle, qui l'ont fait connaître ici au Québec. On parle du tournant des années 2000. C'est énorme ce qui s'est passé. Et né par la suite le MEC, dont Christian va nous parler. Et aujourd'hui, Culture pour tous, on continue d'œuvrer en médiation culturelle et on le fait avec beaucoup de fierté sur des projets concrets, par exemple, comme le réseau d'écoles culturelles Hémisphère, qui chapeaute 30 écoles à travers le Québec pour que la culture soit intégrée d'une façon transversale au cursus scolaire, autant au secondaire qu'au primaire. Et donc, c'est vraiment à partir des repères culturels locaux et régionaux également qu'on veut remplir le sac à dos des enfants pour l'avenir, avec la culture comme outil. Et également un projet formidable qu'on aime, où également, de la même façon, on aime tous nos enfants du côté de Culture pour tous, égal. Racine plurielle. Racine plurielle est un projet qui maintenant, depuis 3 ans, à travers le Québec et dans les bibliothèques pour créer la rencontre par la médiation culturelle entre les Québécois de plus courtes et de plus longues racines. Donc, une médiation culturelle, interculturelle pour créer des réseaux forts, pour créer des communautés fortes, pour aller vers un vivre ensemble encore plus harmonieux. Et donc, on est aussi très fiers de ce projet-là qui s'articule un petit peu partout au Québec depuis 3 ans maintenant. Et dans les prochaines semaines, il y a une super boîte à outils pour la médiation culturelle interculturelle qui va être dévoilée. Et je voudrais remercier nos amis et collègues d'Artenso qui travaillent sur tous nos projets avec nous, littéralement. Et un autre projet également dont vous allez entendre parler tantôt, qui est Culture Média. Anastasia va vous en parler plus longuement, qui est un projet transversal sur la donnée culturelle pour comprendre l'impact social de la culture et sur la santé. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve à la tête de Culture pour tous depuis 4 ans maintenant, presque 4 ans.
Alors que moi-même, j'ai une pratique de médiation culturelle depuis près de 30 ans, avant même de savoir que ça s'appelait de la médiation culturelle. Quand j'étais à la mairie de Valleyfield, à l'époque où à la ville, on m'avait confié le rôle de la culture, du communautaire, du développement social et de la muséologie avec un musée à gérer, j'avais décidé de mettre tout ça ensemble pour tenter d'être efficace. Et j'avais appelé ça de la muséologie d'intervention sociale. Pas pire, hein? Quand on essaie de se trouver une case quelque part, ça arrive. Et j'ai une certaine Louise Sécureau qui m'avait repéré dans un colloque de Les Arts et la Ville à Sept-Îles et qui m'avait dit « Michel, ce que tu fais, non? Ça s'apparente à de la médiation culturelle. Mais c'est différent, on dirait que tu es dans une autre bulle à part, mais tu es quand même dans de la médiation culturelle, selon moi. » Et on a commencé à explorer ce côté-là, et j'ai commencé à assumer la médiation culturelle. Donc on parle fin des années 90, début des années 2000 déjà, où moi ce que je voulais faire avec la culture, peu importe que ça s'appelle la médiation culturelle ou pas, c'était de partir d'un constat social pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse changer le monde avec ce qu'on a entre les mains, c'est-à-dire la culture, les rencontres humaines à créer, aller vers l'autre par la culture. Et c'est vraiment dans cet angle-là qu'avec plusieurs autres partenaires, après que j'ai trouvé ailleurs au Québec, quelques autres extraterrestres comme moi, il y a 30 ans, on a commencé à explorer ensemble la façon différente de faire la médiation culturelle. C'est devenu presque un modèle québécois, qui est différent de ce qui se passe ailleurs, et notamment en France, où j'avais des discussions dernièrement, que je disais en France, on prend les clientèles, par exemple, défavorisées ou fragilisées, et on les place au cœur de la culture pour l'accès à la culture. Mais nous, c'est un peu le contraire qu'on fait. C'est qu'on prend la culture pour la placer au cœur de l'individu et pour que cette culture-là lui serve d'outil pour vivre, pour être bien dans sa peau. Culture qui est associée à la santé, associée à la cohésion sociale, à la rencontre de l'autre. C'est ce sur quoi on a travaillé donc, depuis les années 90. Et aujourd'hui, de me retrouver à la tête de Culture pour tous, qui a été des organisations à la base de la médiation culturelle au Québec, c'est un immense honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité qu'on porte ensemble de poursuivre à faire en sorte que la culture serve au Québec. Comment ça va pour le temps? Ça va bien. Ah, super. Faire en sorte que la culture au Québec, mais pas seulement au Québec, partout à travers le Canada et à travers le monde, puisse servir de bouffée d'air pour les collectivités, peut servir de raison pourquoi on va vers l'autre. Et on va donner des exemples concrets là-dessus tantôt pendant notre discussion, mais pour moi, les médiations innovantes et plurielles, ça a commencé ici il y a 25 ans, il y a 30 ans. Du côté de la France, on est regardé de façon un peu surprise par rapport à ce qu'on fait ici, et ça, je trouve ça formidable, parce que c'est vraiment très complémentaire. Je vous disais qu'on travaille au niveau du Québec, mais avec des partenaires de partout. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les francophonies canadiennes aussi. Les francophonies canadiennes à situation minoritaire ont énormément besoin de cette médiation culturelle-là pour redevenir fiers de qui ils sont, avant tout, et de pouvoir avoir entre les mains les outils qu'il faut pour avancer. Donc pour moi, être innovant et être pluriel, c'est de continuer à ne pas parler d'une seule médiation culturelle. Depuis 20 ans, dans toutes les conférences que j'ai données un petit peu partout, je commence à peu près toujours de la même façon. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ce qu'est la médiation culturelle, parce que bien malin celui qui va réussir à vous le dire en 5 minutes. Je vais vous parler de la médiation culturelle que j'ai choisi de faire pour avoir un impact sur ma collectivité et pour changer le monde à ma façon. Et si on continue à penser comme ça, comme praticien, le monde, vous allez continuer à le changer. Merci Michel. Je te laisse maintenant la parole, Christian. Merci Valérie, merci Michel. Grand merci Irina, Noémie, Artazzo pour cette belle organisation. L'OMEC est vraiment ravi d'en faire partie.
Moi, je vais prendre effectivement un point de vue complémentaire à celui de Michel. Je vais pas parler directement des médiations plurielles et innovantes, mais je vais plutôt m'intéresser à comment appréhender, comment saisir et comprendre des médiations plurielles et innovantes à partir du dispositif que constitue l'Observatoire des médiations culturelles, au pluriel d'ailleurs. Donc, c'est vraiment par ce prisme-là, avec aussi une sorte de ligne directrice dans mon propos, qui est que, bien, pour appréhender, on l'entend dans ce que Michel a dit, pour appréhender une pluralité de médiations dans leur reconfiguration, transformation, mutation, etc., dans leurs innovations, quelles qu'elles soient, il faut se mettre soi-même dans une certaine posture elle-même axée fondamentalement sur la pluralité. Donc, petite toile de fond de mon exposé, mais vous allez voir, je souhaite ça va rejaillir à plusieurs endroits de notre présentation. Donc, de ce qu'est l'OMEC, l'Observatoire, bon, je ne ferai pas tout l'historique de l'OMEC, mais quand même, l'équipe s'appuie, avant d'aborder, disons, d'entrer un petit peu plus en profondeur sur nos façons, notre programmation scientifique, nos relations notamment avec l'intégration des partenaires externes au milieu académique et la hybridité entre les deux mondes académiques, scientifiques et monde de la pratique. Avant d'aller là, je vais simplement esquisser notre appréhension globale à l'équipe. On y a beaucoup réfléchi. Comme disait Michel, c'est un processus, comme au niveau de la pratique, itératif. Mais on sait quand même, qu'est-ce qu'on veut dire par médiation culturelle? Et bon, c'est devenu un paradigme majeur. C'est devenu à la fois, et c'est une particularité intéressante, il y a plusieurs notions comme ça qui percolent à la fois dans les milieux de la pratique et dans les milieux académiques, mais c'est une notion qui est mobilisée à la fois par les acteurs concrets sur les terrains, vous en êtes, médiatrices, médiateurs culturels, organismes culturels, municipalités qui au Québec ont exercé un rôle majeur dans les transformations liées au concept, liées aux pratiques aussi, mais c'est un outil aussi, une notion qui est mobilisée par des chercheurs, par les milieux académiques, par les milieux scientifiques. Il y a des recherches, des projets, il y a des publications qui sont effectuées. Et l'OMEC, globalement, est né de cette volonté de fusionner les compétences et les savoirs des uns et des autres. On a affaire à une notion fondamentalement complexe, plurielle, évolutive. Pourquoi ne pas partager les connaissances, partager les savoirs? Donc, il y a un postulat fondamental, je dirais, qui s'appuie aussi sur les transformations du milieu académique, notamment durant les 30-40 dernières années, qui remet en question des positions et des postures de la science qui détiendrait un savoir universalisant et universalisable, la science comme tour d'ivoire, la science déconnectée de la société. L'Observatoire des médiations culturelles et les chercheurs, co-chercheurs, membres, praticiennes, praticiens qui sont actifs et actives font partie de ce mouvement qui veut décloisonner les frontières entre monde académique et milieu de la pratique pour envisager ensemble, de façon conjointe, des problèmes et des enjeux complexes. Donc, ce qui marque fondamentalement notre approche, en tout cas notre définition de la médiation culturelle, Michel l'a esquissé parce que Culture pour tous, évidemment, fait partie de l'OMEC, mais aussi il y a d'autres partenaires, la Ville de Montréal, la Ville de Longueuil, Execo, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, nos partenaires qu'on appelle institutionnels, mais il y a d'autres membres aussi qui appartiennent à différents organismes, dont Artenso. On a aussi des étudiants, on a des chercheurs qui viennent de 5 ou 6 institutions, l'INRS, UQAM, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université du Québec à Trois-Rivières, le Cégep Saint-Laurent par le biais d'Artenso. Et toutes ces personnes-là ont à cœur, je dirais, une approche axée sur la médiation, oui, comme rencontre, Michel l'a bien évoqué, mise en relation, évidemment, de différents types, d'une pluralité d'acteurs autour de contenus culturels, mais avec un souci de compréhension, et c'est l'ADN ou le fil qui permet de tisser, je dirais, la spécificité de l'OMEC, un souci de compréhension des dimensions humaines, sociales et citoyennes liées aux médiations culturelles. Ce qui n'évacue pas nécessairement les conceptions ou appréhensions plus classiques, traditionnelles de la rencontre entre une œuvre et un public,
par exemple, mais je dirais que ce n'est pas l'ADN de l'OMEC qui se concentre vraiment sur effectivement, les dispositifs, projets, activités, quelles qu'elles soient, qui visent une rencontre et qui, effectivement, qui peut se déployer soit dans une logique de démocratisation de la culture, ou alors, comme Michel l'évoquait, plutôt dans une logique de démocratie, c'est-à-dire d'aller auprès des populations, de partir même des populations marginalisées ou autres, et de concevoir des projets incluant des dispositifs et pratiques de médiation culturelle. Donc, la visée citoyenne, sociale, politique dans le sens large, je dirais, est une caractéristique forte, quelles que soient ensuite les finalités. Hein, il peut y avoir des finalités liées aux relations interculturelles, Michel l'évoquait avec l'exemple de racines plurielles, il peut y avoir des finalités de participation, de lutte à l'exclusion, bref, mille et une finalités, l'émancipation, la pleine participation politique, ou alors l'expression des individus qui, durant longtemps, ont été marginalisés. Les finalités sont multiples, et d'ailleurs, il ne faut pas confondre finalités et dispositifs et activités de médiation, il faut bien les clarifier dans les projets. L'OMEC, là-dessus, ne ferme pas la porte à plusieurs finalités, mais l'ADN s'articule autour de ces tensions et de ces relations fécondes entre dispositifs artistiques et différentes visées sociales, citoyennes et politiques, éventuellement. Et la pluralité est évidemment au cœur de ces préoccupations, parce que dans l'histoire de l'OMEC, on peut globalement le regroupement, l'OMEC avant d'être formalisé en 2019 avec un appui financier du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, donc avant de devenir formellement une équipe de recherche en partenariat financée en 2019, existait depuis 2006 sous la forme d'un groupe de recherche sur les médiations culturelles, issu justement des préoccupations bien évoquées par Michel, de regrouper les forces vives et de s'intéresser à la pluralité des formes de médiation. Mais je dirais que dans un premier temps, l'effort a été vraiment consacré à définir justement ce que l'on entendait par médiation, documenter les pratiques chez les partenaires, dans les territoires, essayer d'analyser ces différentes formes émergentes de pratiques culturelles et de logiques d'action, et éventuellement, du côté aussi des chercheurs, de théoriser, d'amener des définitions. Ça a été le travail de plusieurs collègues, notamment Jean-Marie Lafortune et d'autres, qui ont publié notamment un premier livre important, que vous connaissez sans doute, La médiation culturelle, le sens des mots, l'essence des pratiques et le sens des mots, ou quelque chose comme ça. Bref, documenter, analyser. Un deuxième cycle ensuite qui a voulu apporter notre perspective plus critique. Donc, quelle critique est portée par la médiation culturelle, critique des mondes artistiques, critique des mondes sociopolitiques, du monde économique évidemment, mais aussi critique aussi de la médiation culturelle elle-même comme notion passe-partout, notion à définir, à préciser par rapport à d'autres notions comme l'animation socioculturelle, le loisir culturel, la participation culturelle ou d'autres, etc. Donc critique, donc l'intégration au sein même, je parlais de posture, des chercheurs, mais aussi des praticiens et des praticiens de réflexivité critique par rapport à ce que l'on fait. Et troisième cycle, c'est le cycle actuel, depuis que l'OMEC existe en 2019, donc sous forme d'une équipe de recherche en partenariat FRQSC, un accent sur donc la pluralité des formes de médiation culturelle, avec un exemple, ici vous avez de différents types d'activités que l'on mène, très axés justement sur ces dimensions sociales, politiques, citoyennes, les questions d'itinérance, au public marginalisé, contexte interculturel, public aveugle et malvoyant, pluralisation, et etc. On peut défiler, s'il vous plaît, la diapositive, question d'accessibilité, l'antiracisme, démocratie et gouvernance, rapport de pouvoir, conflits, et différentes publications. On peut passer à la suivante. Les colloques, symposiums, cohabités, incluant la cohabitation interespèces, les relations de l'art et le vivant, la nature, jusqu'à notre prochaine grande activité dans un peu plus d'un mois maintenant, les 12 et 13 juin prochains au Saguenay, sur les médiations culturelles et les ancrages et décentrements territoriaux, où on va envisager la pluralité des formes et des pratiques et des approches de médiation, mais à partir du point de vue
vraiment territorial, notamment régional, donc en sortant vraiment de Montréal. C'est un souhait de longue date de l'OMEC et nous allons le faire dans un mois et demi. Donc, pluralité des formes de médiation qui s'articule selon 3 axes, et je vais conclure là-dessus, donc on peut passer au suivant. Au suivant, merci. Donc, les 3 axes, justement, ont pour objectif de cerner, de tenter d'y comprendre, en fait, d'y voir plus clair dans cette pluralité des formes de médiation, tant en termes d'approche que de pratique. Donc, l'axe praxis, topos et l'axe police, 3 axes qui envisagent du côté de praxis, donc l'ensemble des pratiques, donc les approches, les méthodologies. On est très fortement ici axé, on met de l'avant des activités, des moments de partage, des communautés de pratique. On fonctionne beaucoup à l'OMEC sur le modèle des communautés de pratique, donc des espaces d'échange de différents types de savoirs venant des milieux de pratique, mais aussi des chercheurs et des étudiants. Croiser les formes de savoir pour creuser des questions liées aux pratiques elles-mêmes, donc les activités mêmes de la profession de médiatrice culturelle, de médiateur culturel. L'OMEC a aussi été un partenaire à accompagner le regroupement des médiatrices et médiateurs culturels dans l'institutionnalisation, dans la professionnalisation aussi. Donc, c'est un souci fort de cette axe praxis qui inclut aussi l'idée de systématisation des approches. Donc, vous le savez, vous êtes pour la plupart sur les terrains, il existe la boîte à outils, elle est infinie, pratiquement il s'en crée. Michel vient d'annoncer une nouvelle boîte à outils qui va être créée, il s'en crée constamment. L'idée ici est de faire des synthèses de l'ensemble de ces dispositifs, de ces approches. Donc là aussi, ce sont des moments, les moments de l'OMEC de pause de l'activité frénétique quotidienne et aussi pour les chercheurs, bien là, de voir où on en est, faire des états des lieux, des prototypes, des typologies. Et ça passe par cet axe de praxis et évidemment aussi une dimension forte de réflexion sur la nature même du partenariat. C'est quoi travailler en commun entre chercheurs des milieux de pratique, activistes et praticiennes et praticiens, mais aussi chercheurs académiques? C'est quoi travailler en commun? Portée limite de dynamique partenariale. Topos nous amène à la fois dans les lieux institutionnels, musées, autres types, cinémathèques, etc., mais aussi, évidemment, les lieux géographiques où on explore les dimensions, les relations entre les effets du territoire sur les pratiques et les approches de médiation, mais aussi le territoire comme un outil de mobilisation, la médiation culturelle qui fait territoire avec notamment l'alignage à certaines communautés. C'est un point central qu'on va creuser dans les journées d'études qui vont venir. Et les contextes aussi sectoriels et professionnels. Et le dernier axe, police, lui prend vraiment à bras-le-corps toute la question de la pluralisation identitaire des sociétés socioculturelles, ethniques, ethnoculturelles, questions immigrantes, relations interculturelles, la question du sexe, du genre, des relations autochtones, toutes ces questions d'inclusion, d'inégalité, d'accessibilité, mais aussi de participation, sous-jacent évidemment avec les enjeux de participation citoyenne, de citoyenneté culturelle aussi qui sont dans ce cadre-là. Donc, 3 façons d'aborder la pluralité dans une posture qui se veut réflexive et critique et dans un souci aussi de tenter des comparaisons. Je crois qu'on est aussi rendu là dans la réflexion, notamment au Québec. Il y a une multiplicité de projets, d'approches, de dispositifs. L'effort de systématisation passe aussi dans non seulement qui fait quoi, les cartographies, mais aussi de se comparer, de comparer aux autres, mais la comparaison non pas dans le sens de vraiment est-ce que c'est meilleur ici qu'ailleurs, non, dans le sens plein et ancien de quels sont les points de synergie, les distinctions, les passerelles pour mieux comprendre, mieux nous outiller, innover sur le plan des pratiques, des approches, mais aussi sur le plan notionnel, des façons, du point de vue des chercheurs, des façons de concevoir les médiations culturelles. Merci. Merci, Christian. Oui, beaucoup de choses. Je ne sais pas, je ne sais même plus par comment prendre la question. En fait, vous avez nommé plusieurs choses intéressantes, puis ce que je remarque, c'est qu'on parle beaucoup de... j'ai commencé il y a 30 ans, j'avais nommé moi-même ma pratique. Le MEC, oui, il y a le financement du FRQ, mais avant, c'est le groupe de recherche en médiation culturelle. Ma question, en fait, comment est-ce que
selon vos perspectives, vous avez vu la médiation évoluer, disons, depuis les 25 dernières années, puisque ça nous amène à l'an 2000. On pourrait commencer par toi, Michel. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as vu que ça a évolué? Vous n'avez même pas idée comment c'est énorme. Dans les années 2000, quand on arrivait avec un projet culturel collé à une transformation sociale, on allait voir le ministère de la Culture, puis on nous disait « t'es trop social pour nous, va voir le milieu de la santé ». On allait au milieu de la santé, « t'es trop santé, va voir la culture ». On n'avait de place nulle part. On a commencé à faire nos projets grâce à des subventions, de mon côté, si je parle de mon expérience, en subventions salariales de réinsertion des jeunes en difficulté grâce au gouvernement canadien. Et on a transformé des projets de réinsertion à l'emploi par des projets d'identité culturelle avec des artistes qui accompagnaient des jeunes pendant 6 mois. Ça a été d'ailleurs mes premiers projets nommés de médiation culturelle. Et ces projets-là m'ont prouvé que c'était essentiel. Parce que ces projets-là ont littéralement sauvé des vies. Et vous avez sûrement des exemples de votre côté, on pourra en parler de façon plus précise, avec des éléments très précis que ce projet-là ou d'autres projets ou certains de vos projets. Mais... Et il y a quelqu'un au ministère de la Culture, Annie, au bureau de la Montérégie, du ministère de la Culture, Annie Boudreau, qui m'a dit « Regarde, Michel, je trouve ça super intéressant, laisse-moi amener ça au ministère de la Culture. » Et après ça, elle m'a demandé d'aller faire des présentations, des conférences au ministère là-bas. J'ai fait la même chose à Patrimoine canadien, j'ai fait la même chose dans plusieurs municipalités à travers le Québec. J'ai même Santé, Services sociaux Québec qui, à l'époque, m'ont fait venir pour tourner de l'Abitibi-Témiscamingue pour pouvoir parler des résultats qu'on avait sur le terrain avec ces approches-là. Et aujourd'hui, la médiation culturelle est rendue, suggérée fortement dans les ententes de développement entre les villes et le ministère de la Culture. C'est fou, là, le chemin qui a été fait. Mais pour ça, il a fallu avoir des preuves sur le terrain. Il a fallu démontrer, il a fallu raconter ces histoires-là. Ces histoires-là où on a raccroché les jeunes, ces histoires-là où on a sorti de l'isolement des aînés qui vivaient les violences. Et c'est grâce à ça que le ministère de la Culture, aujourd'hui, prend la médiation culturelle comme un des outils à déployer dans les municipalités. Donc, est-ce qu'il y a eu une grande transformation avec les années? Tout à fait. Et je vais juste terminer, je te laisse le micro, mais les discussions épiques que j'ai eues avec le milieu culturel aussi, parce que j'étais une bébite parmi les bébites. Quand on tentait de faire la médiation culturelle à partir d'un constat social, qu'on avait des gens qui voulaient plus travailler les publics dans une salle de spectacle, c'est hyper important, il faut continuer à le faire. C'est juste autre chose. C'est pas en compétition, mais il a fallu prouver que c'était pas en compétition. Que le développement public était une autre pratique à part de la médiation culturelle, interculturelle ou sociale ou intergénérationnelle. On est ailleurs, mais c'est quand même la médiation culturelle. Et il a fallu s'éduquer le milieu culturel pour apprendre à se connaître et à se reconnaître entre nous. Même, je me souviens, en 2009, lors des entretiens Jacques Cartier, du côté de Lyon, j'ai eu des belles discussions avec Jean-Marie Lafortune, où moi je tenais fort à certains points, Jean-Marie tenait fort à certains points, et aujourd'hui, ni ces points ni les miens ne tiennent. On a complètement... Lui a fait un gros bout sur le terme citoyenneté, on en a parlé, parce qu'à l'époque, il disait, la citoyenneté, c'est pas ça, Michel. Puis moi, je tenais. Mais il y a d'autres éléments où Jean-Marie m'a dit, fais attention à ça, et c'est justement grâce à ce que le MEC a proposé comme table d'échange entre les praticiens et les chercheurs qu'on est arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Et ça, vraiment, le MEC est un outil exceptionnel qu'il faut protéger parce que ça nous permet de continuer à réfléchir et ça nous permet d'allier le terrain et la recherche. Et vous savez, moi, comme praticien, je t'en ai parlé il y a quelques années, je lance au public, là. Il y a quelques années, je dis à Christian, j'ai le syndrome de l'imposteur, Christian. Quand je viens aux rencontres de l'OMEC, je ne sais pas si j'ai ma place comme praticien, vous avez tellement plus à m'apprendre
que le contraire. Et il m'a chicané en disant que pour lui aussi, il sentait la même chose, mais à l'inverse. Alors que moi, j'admirais les chercheurs comme Christian, lui disait nous admirer comme praticiens avec tout ce qu'on avait à jongler avec le jour. Donc, il a fallu apprendre à se connaître, puis il faut apprendre à continuer à travailler ensemble. D'abord, merci Michel de rappeler ça. Oui, je m'en souviens aussi. C'était parce que c'est... Oui, l'OMEC, c'est évidemment le postulat d'égalité des intelligences, c'est fondamental. Je n'ai pas dit, mais je suis co-directeur de l'OMEC, Valérie est la co-directrice de l'OMEC. Et Valérie, voilà, chez Execo. Alors, nous sommes une structure bicéphale de co-direction avec une équipe qui a vraiment tout son mot à dire dans nos décisions, dans nos réflexions. Donc, voilà. Merci de le rappeler. Mais oui, l'évolution, elle est majeure, mais juste d'abord, on le constate, j'ai identifié comme ça 3 cycles déjà dans la courte vie, mais bon, qui remontent quand même à 2006 de l'ONEC et du groupe de recherche qui l'a précédé, mais on est déjà dans un 3e cycle, ça veut dire 3 façons quand même sensiblement différentes d'approcher les médiations culturelles. Donc, Michel l'a bien évoqué, c'est en constante évolution et c'est la raison pour laquelle les 3 axes sont évolutifs, c'est pour ça aussi qu'on se met en partenariat parce que les réalités des terrains bougent et les réflexions de l'autre côté des chercheurs bougent aussi et c'est en bougeant tous ensemble, je crois, qu'on peut le mieux possible mettre et amener et saisir et comprendre ce qu'on entend par médiation culturelle aujourd'hui. Donc, voilà, c'est simplement pour rappeler ces éléments. Ceci étant dit, moi je crois aussi, et je ne veux pas mettre de l'avant Jean-Marie non plus trop aujourd'hui, il est absent, mais dans plusieurs de ses textes, Jean-Marie rappelle combien la notion de médiation culturelle s'appuie aussi sur un historique qui portait d'autres noms. Que ce soit l'éducation populaire, que ce soit des formes d'animation socioculturelle, d'action culturelle ou autre, tout n'était pas de la médiation culturelle comme on l'entend aujourd'hui, bien évidemment, mais des prolégomènes ou alors des actions et des approches typées de médiation culturelle aujourd'hui avaient lieu aussi dans les années 50, 60, 70, 80, mais portaient d'autres noms. Pour prendre un exemple que je connais plus près, le cinéma, dans les ciné-clubs, dans les années 50, 60, il se pratiquait des formes de médiation culturelle qui ne portaient pas du tout ce nom-là, mais il y avait, peut-être pas autant de démocratie culturelle, mais il y avait quand même d'autres formes d'appropriation, et aussi, même avec certains programmes de l'Office national du film, d'émancipation des communautés, par le biais de l'outil cinématographique. Donc, tout ça pour dire que, quand même, il faut aussi cerner que les médiations culturelles aujourd'hui, ou en tout cas depuis une vingtaine, voire une trentaine d'années, cristallisent aussi, nomment un certain champ de pratique et un certain champ théorique qui fait sens pour une diversité d'acteurs, à la fois de la pratique et du milieu académique. Et ce n'est pas dit que ce terme-là va demeurer, d'ailleurs, peut-être va-t-il, un autre d'ici 20, 30, 40 ans, un autre va émerger, mais voilà, c'est pour situer aussi, et c'est un des objectifs de l'OMEC, de situer les notions, et tant sous l'angle de la pratique que de la théorie, dans une trame historique, avec les prolégomènes, avec les éléments du passé qui l'ont appuyé, et en même temps, les distinctions. Qu'est-ce qui distingue aujourd'hui les médiations de l'éducation populaire, de l'animation socioculturelle, voilà, du loisir culturel ou d'autres? C'est aussi notre tâche collective de réfléchir à ça. Ce sera d'ailleurs un des éléments du prochain symposium au Saguenay, de réfléchir en région sous l'angle du métier de médiatrice, médiateur culturel, qui doit jongler entre plusieurs types de postures, de transmission, de savoir, d'éducation, d'animation, de médiation, etc., etc., chevauchant loisirs culturels, participation culturelle, citoyenneté culturelle, médiation culturelle, artistique. Bref, ce sont des éléments sous-jacents de nos réflexions dans un mois et demi. Et tout ça pour dire que ces notions-là sont évolutives et puis, au moins, on a un espace pour tenter d'y réfléchir. Donc, c'est ça le but de l'exercice. Et si je peux me permettre, d'ailleurs, juste en complément à ce que tu dis, combien d'entre vous avez fait de la médiation culturelle avec des publics sans dire que c'était de la médiation culturelle?
On l'a tous fait. Pourquoi? Parce qu'on voulait pas faire peur avec des mots, on voulait juste le faire. Puis on voulait que ça se passe. Alors, cette évolution-là dans la terminologie, j'y crois aussi beaucoup. C'est pas un mot qu'il faut s'accrocher, c'est à une vision de transformation et d'engagement envers une culture identitaire aussi, mais en pleine mouvance avec l'ajout de ce que tous les Québécois, tous les Québécoises et Québécois de plus longues, de plus courtes racines ont à y mettre et y donnent à chaque jour. C'est l'évolution de tout ça qui est notre culture, et on prend ça pour pouvoir changer le monde et continuer à avancer au-delà des mots. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, Michel, mais d'une perspective de médiatrice et de personne qui travaille à la professionnalisation. Je ne suis pas certaine que je suis entièrement d'accord, parce que j'ai l'impression que si les termes bougent beaucoup, parce que déjà la médiation culturelle, c'est quelque chose qu'on a, je veux dire, toutes les médiatrices ont à raconter qu'est-ce qu'ils font à leur famille à Noël, puis c'est complexe. Et ça s'allège avec le temps. J'entends des gens rire. Puis ça s'allège parce que ça se fait connaître. Fait que je pense que c'est quand même important de s'asseoir sur des connaissances, le fait oui, mais que... Christian parlait d'un horizon 20-30 ans. Fait que quand ça va avoir changé, on va être sur les mêmes divans, voilà. Ou toujours avec nos marchettes à côté. Ça se peut. Noémie, j'allais lancer une immense question et juste savoir combien de temps il nous reste avant d'ouvrir aux questions du public. Parfait. Je vais y aller avec ma question. Vous avez parlé beaucoup de pluralité. On a parlé du vaste champ, de l'importance qu'il y a la relation avec l'œuvre, mais aussi le travail directement vers les communautés et tout ce qui peut se passer au milieu. Qu'est-ce qu'il y en est pour la notion d'innovation, selon vous? Oui, c'est pour ça que c'est une grande question. Je dirais que, comment vous pourriez la définir, mais sinon, qu'est-ce que ça veut dire d'une perspective de pratique, d'une perspective de recherche? L'innovation en médiation culturelle, ça veut dire quoi? Parce que c'est un buzzword, on l'entend souvent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La nature même de la médiation culturelle, quand elle est faite en posture de réunir autour de la table les parties prenantes pour pouvoir y répondre de la meilleure des façons, cette posture-là est une posture d'innovation en partant. Parce que, idéalement, quand on parle de médiation culturelle, on ne l'imagine pas seul dans son salon, sur le coin d'une tablette, en griffonnant une tablette. C'est en réunissant des gens qui sont les spécialistes des publics avec qui on veut travailler, de la situation à laquelle on veut répondre, du secteur où on est, et de les asseoir autour de la table. Et on parle de médiation culturelle ensemble avec des artistes, avec des médiateurs culturels, sans nécessairement savoir ce que ça va donner en bout de piste. Et ça, c'est l'innovation. On est dans l'innovation constante. On est constamment en train de sortir de notre zone de confort. Quand on arrive devant les publics, ce qu'on a imaginé peut virer bord. Très rapidement, vous le savez, ça peut prendre une autre voie parce qu'on est à l'écoute et on est plus dans une posture de question que dans une posture d'affirmation. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu la médiation culturelle. Et de par cette définition-là, pour moi, c'est de l'innovation constante. Et c'est pour ça que la pratique évolue aussi rapidement. Et c'est pour ça que les différents organismes ont des spécialités, mais qui finissent par percoler dans les spécialités de l'autre. Et c'est pour ça que les partenariats sont si essentiels. On le voit avec Execo, ce qui se passe en médiation culturelle et intellectuelle, c'est vraiment énorme et ça ressemble beaucoup, entre autres, ce qui se passe du côté de la Belgique avec Article 21, qui font beaucoup d'actions de médiation culturelle qui, eux, n'appellent pas intellectuelles, mais qui ressemblent beaucoup plus à ce que fait Execo que ce que fait, par exemple, Culture pour tous ou d'autres organisations. Donc, l'innovation, pour moi, est sous-jacente à ce qu'on fait. La journée qu'on ne se posera plus de questions, puis qu'on aura un mode d'emploi qu'on va établir, oui, il va y avoir une forme de médiation, mais pour moi, ça devient de l'animation culturelle sans aller nécessairement vers une médiation, sans aller vers une rencontre, sans aller vers un échange.
Et en tout cas, qu'est-ce que tu en penses, toi, Christian? Non, pas du tout. Puis j'ai pas à dire si t'es en champ. Tu pourrais? Non. Les champs sont magnifiques. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, c'est quelque part intrinsèque, oui, effectivement, à la médiation culturelle, parce que la médiation culturelle met l'accent sur le processus. Et qui dit processus, dit donc incertitude, hasard, effet non voulu, non anticipé. Voilà, on sort des cadres, ou en tout cas, à un certain niveau, des cadres rationalistes. Et là-dessus, donc l'innovation sous cet angle-là, donc la création de nouveautés, elle est intrinsèque. Et effectivement, à un niveau plus collectif, l'innovation, effectivement l'ingrédient du partenariat ou de l'interdisciplinarité du côté académique, se mettre entre chercheurs avec des chercheurs qui viennent d'autres disciplines. L'OMEC, c'est l'histoire de l'art, c'est la science politique, c'est la sociologie, c'est les communications, c'est les études urbaines, les études culturelles, c'est ça l'OMEC au niveau simplement des chercheurs. Donc, ajouter tous les backgrounds aussi des partenaires, des milieux de pratique, vous avez une mosaïque d'expériences, d'idées qui, bon, voilà, l'idée qu'on met 2-3 personnes ensemble, il y a des idées et on doit mettre une pause à nos réunions, à nos assemblées, parce que vraiment, ça émerge. Voilà, donc, nécessairement, c'est un ingrédient fort. Ceci étant dit, on peut quand même aussi concevoir l'innovation sous un autre angle. Moi, je vois souvent puis Michel, je crois, partagerait ma vision, mais les dispositifs de médiation culturelle, pour moi, c'est fondamentalement un dispositif spatio-temporel. C'est un dispositif qui s'inscrit dans un lieu, dans un contexte. Là même, on s'intéresse beaucoup au contexte, aux usages, au concret. Oui, on réfléchit, on théorise, on amène des notions, mais toujours à partir du concret des terrains. Les lieux, les contextes, je parlais de l'axe topos, à partir de contextes, quel qu'il soit, un ciné-club, un musée, une école, peu importe ici ou ailleurs, dans la rue, etc., et une temporalité. Et la médiation culturelle a ce pouvoir, cette puissance d'arrêter, pas d'arrêter le temps, mais au moins d'aménager un espace-temps spécifique. Et ça, dans un monde qui carbure à l'accélération comme celui d'aujourd'hui, temps numérique, corps numérique, pour moi, c'est une innovation fondamentale que de jouer avec l'espace spatio-temporel comme les médiations culturelles peuvent le faire. Et sous cet angle-là, c'est un exemple parmi d'autres que je donne, mais les médiations culturelles innovent considérablement sur le plan sociétal. Il y a même, je dirais, une dimension politique associée à ça, parce que la création de rencontres, de relations interpersonnelles, là, possède une dimension politique en créant, en nouant du lien entre les personnes. Et ça, c'est absolument majeur. Et tout ça pour dire que l'innovation n'est pas nécessairement associée avec constamment se réinventer dans ses approches et ses pratiques. L'innovation est peut-être aussi ailleurs, sous un autre angle. Et d'ailleurs, innover aussi, hein, et ça, il y a toute une littérature c'est un champ, un domaine, hein, les Science and Technology Studies, donc les études des sciences et des technologies. Dominique Vinck, qui est un chercheur qui a beaucoup écrit sur la notion d'innovation, ses travaux depuis une vingtaine d'années portent sur l'innovation comme reprise d'anciennes formules de réactivation, de formules d'approche, d'outils de pratique, peu importe les milieux économiques, sociaux ou autres, qui étaient à la vogue dans les années 40-50, mais qui sont réactivés, évidemment adaptés au nouveau contexte des années 2000-2020, mais là aussi, on a l'innovation par la reprise d'anciennes façons de faire. Donc, l'innovation n'est pas une tabula rasa non plus, d'où l'importance d'un regard historique, de voir aussi et de documenter comment on fait de la médiation, comment d'autres ont fait, quelles leçons en tirer, prototyper, faire des typologies, etc., pour nous alimenter. Ne pas être constamment dans une logique non plus de type, voilà, innovation sur le modèle capitaliste. Parce que là, sinon, la logique par projet déjà annule l'essentiel du milieu culturel. Là, on ajoute encore plus au fardeau du métier de médiatrice ou d'organismes culturels et autres, ou d'institutions. Et le où aussi.
le où on fait la médiation culturelle est source d'innovation. De plus en plus, on n'aurait pas parlé de ça il y a 10 ans, de faire collectivement, de faire la médiation culturelle en santé, je salue ma collègue Brunel, de faire de la médiation culturelle en danse, par exemple, ou dans des musées ailleurs sur la planète, à New York, pour faire un clin d'œil à mon ami Marco, qui nous a ressorti des exemples extraordinaires et qui a une pratique lui-même tellement innovante. La médiation culturelle prend son innovation là où elle agit auprès de clientèles qu'on sort de leur zone de confort. Dans des quartiers défavorisés, tantôt je parlais de personnes âgées dans les résidences, dans des garderies, dans les écoles, parler d'éducation, mais parler d'éducation informelle également, parce que les municipalités ont un grand rôle d'éducation informelle, même si ce n'est nommé à peu près nulle part. Alors que la médiation culturelle est un des meilleurs outils d'éducation informelle pour les municipalités. Et là, on entre dans des zones d'innovation sans fin. Et c'est pour ça que on pourrait tenir des discussions comme on a cet après-midi, encore dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, et ça va être encore d'actualité. Merci. Parfait. Oh, Noémie dit qu'on a la place pour une question du public. Donc, qui va lever sa main le plus haut en premier? Des questions, faut aller là. Pendant que la personne se déplace, moi, d'une perspective de praticienne, tout ce que vous nommez, pour moi, je le vois, c'est la création, pour moi, qui ressort de tout ça. C'est comme dans nos façons de créer les projets, comment on travaille ensemble. J'aime ça, m'appeler moi-même artiste de la médiation, parce que, puis je regarde Marco, parce que je vois toujours Marco comme un artiste. Il y a quelque chose, oui, effectivement. Il y a quelque chose là-dedans où les processus, la façon qu'on les met en œuvre, ça nécessite cette pensée créative, puis comment on suit aussi le mouvement social. Les médiatrices et les médiateurs, on est main dans la main avec les artistes, on suit ce qui se passe autour, on sent notre société, on la feel, comme on dit, puis on agit, on agit dans ce sens-là. Et si je peux me permettre, pendant que je ne sais pas s'il va y avoir une question, mais il y a beaucoup de praticiens que je connais dans la salle présentement. Il y en a d'autres que je ne connais pas. J'ai tellement hâte de jaser avec vous autres, de vous rencontrer, parce qu'il faut partager ce qu'on fait. Salut Émilie. Tellement fait des choses extraordinaires du côté de Longueuil, c'est formidable. J'aurais le goût de saluer chacun d'entre vous, un après l'autre, parce que je pense que le beau également, et de l'innovation, et de ce qu'on parle en médiation culturelle, c'est de partager ensemble. La première médiation culturelle, la première rencontre à créer, c'est entre nous. Si on ne crée pas cette rencontre entre nous, si on ne travaille pas en partenariat, si on ne travaille pas avec d'autres médiateurs culturels, d'autres artistes, on n'y arrivera pas. Une société se change en gang, pas en solo. Et si vous n'avez pas de questions, merci beaucoup, messieurs. Merci.